travers ses oreilles, titille mes neurones. En ce singulier printemps 2021, à la Maison Renaissance de l'Émulation, les photographies mais aussi les courts textes de Baudouin Litt disent avec lucidité, émotion contenue, humour espiègle et tendresse filiale la lente descente de sa maman âgée dans les brumes opaques des souvenirs en miettes. Mais le propos est loin d'être plombé, car il choisit de mettre en lumière les petits moments bonheur qui émaillèrent les 4 années au cours desquelles il fréquenta, pour lui rendre régulièrement visite, la maison de repos et de soins, Mativa, chambre 381. Au cœur de cette exposition était prévu, le 27 mars, un échange convivial entre le photographe liégeois et Stéphane Adam, psychologue enseignant notamment à l'Université de Liège, spécialiste de la sénescence, fort sollicité en ces temps de pandémie. Mais au vu du renforcement des mesures sanitaires actuelles, c'est donc une rencontre virtuelle que nous vous proposons, avec le support amical de la voix chaleureuse de Jean Malamacci pour la lecture de 4 extraits tirés du carnet de bord tenu au fil de cette expérience humaine si particulière et universelle à la fois, par Baudouin Litt, en constante liaison avec ses 7 frères. Un étincelle, un étincelle. Délicat bisou filial sur son ploir. Quand je passe la porte du 381, je sais que je pénètre dans un monde parallèle où flottent des bribes de conscience. Je sais les mots qui cognent sur les dents. Je sais le regard perdu. Je sais les délires. Je sais le sourire innocent, l'éclat de rire enfantin. Je sais la vessie. Je sais les odeurs. Je sais les silences. Je sais les ombres qui errent dans les couloirs. Je sais les cris de la voisine. Je sais le temps qui s'arrête. Je sais les heures qui s'égrènent. Je sais les notes de musique que crache la radio. Je sais les images striées sur l'écran de télévision. Je sais l'horizon haché, limité au toit des maisons d'en face. Je sais les 4 murs, le sol et le plafond. Je sais les pieds froids, les ongles longs, les mains fripées, la marque des chaussettes sur les chevilles osseuses. Je sais le teint blafard, les dents usées, la laine chargée, les cheveux parfois brossés, parfois coupés, les poils au menton. Je sais la solitude. Je sais les rares photos qui jaunissent. Je sais, dans les tiroirs, ces quelques vêtements qui lui restent. Je sais ce qu'elle n'a plus. Je sais ce qu'elle a oublié. Ceux qu'elle a oubliés. Je sais son passé effacé. Je sais son présent fugace. Je sais son futur. Je ne sais pas quand. Je suis là. J'attends. J'attends que cela finisse. À son rythme. Alors que mes doigts courent sur le clavier, j'essuie une larme. Elle coule sur ma joue et emporte mes mots. Elle dilue mon chagrin. Elle nourrit ma patience. Demain, je reviendrai au 381. Ça détend quand je l'informe qu'elle viendra faire un tour à l'apéro en présence de ses merveilleux enfants, entourés des quelques membres de sa famille qui seront là. Bonjour Stéphane, bonjour Baudouin. Encore merci d'être présent à la Maison Renaissance. Dites-moi, concernant les points de vue familial et médical, quel est votre avis sur la sénescence et le délabrement mental d'un parent ? Comment gérer le désarroi ?
Vaste question. Donc j'imagine qu'on a 2 heures pour pouvoir aborder cette question. Donc en fait, c'est assez intéressant quand on entend le texte, puisque effectivement ici, ce que ça m'évoque, c'est ce qu'on appelle le deuil paradoxal, à savoir qu'un deuil et une fin de vie, c'est souvent perçu comme quelque chose d'abrupt et avec du jour au lendemain un avant et un après. Ici, dans ce cadre de ces pathologies, le deuil paradoxal est plutôt l'idée que la personne est toujours présente physiquement, même si le mental change, évolue, et donc on est dans une forme de digérer une fin de vie alors que la personne est toujours vivante, ce qui naturellement peut être difficile pour les proches de façon générale. Et la manière de gérer ça, autant que faire se peut, et je trouve que je ressens assez, pour avoir échangé sur les textes, c'est vraiment l'idée qui est que de toujours voir l'existence de la personne et de ne pas nécessairement être uniquement centré sur ce qu'elle perd, mais aussi être toujours capable de voir ce qui subsiste et les fenêtres de bonheur, même dans des stades avancés de ce type de pathologie. Et je pense que ça, c'est un des éléments essentiels et qui parfois mérite que les proches soient accompagnés dans ce processus, que ce soit avec un psychologue formé à ça ou par d'autres professionnels si besoin, quoi. Je rejoins ça. Ici, le texte est un constat amer d'une situation que personnellement j'ai vécue, constat amer de choses factuelles. Les choses s'en vont, les choses partent en difficulté, et je suis effectivement dans un processus de deuil que tu appelles paradoxal, parce que dans le processus de deuil, à ma connaissance, il y a les premières phases qui sont des phases de déni et de colère. Le fait de faire ce constat-là permet de passer ces 2 phases-là et d'arriver à la 3e phase, qui est la phase d'acceptation. Et ici, le texte, il a été écrit dans un souci de, tant pour moi que pour ma famille, de montrer qu'il faut passer par cette phase d'acceptation, et puis d'assumer cette phase-là, et de se dire, mais tout compte fait, notre mère, elle existe toujours, elle est toujours là. Il y a des choses qui ne vont pas, mais reste à les assumer et d'assurer son confort et sa dignité pour le reste. Et de l'accompagner dans cette évolution-là, effectivement, en allant chercher ce que moi j'appelle des petits moments bonheur. Ce sont des moments qui permettent d'aller tirer beaucoup d'énergie, tout ça. Et de recharger, j'imagine, ces batteries en quelque sorte. Mais c'est intéressant parce que cette dimension de l'acceptation comme étant un processus nécessaire pour être capable justement de voir ces éléments de positivité qui sont parfois fugaces, mais j'aime d'ailleurs bien quand je vois les cadres autour, cette dimension du flou effectivement, mais qui est comme d'un brouillard aussi, et c'est quelque chose qui est mouvant, qui n'est jamais stable, et donc le brouillard se dissipe puis se remet, et donc c'est d'être capable de voir effectivement quand il se dissipe, de saisir ces moments-là, parce que c'est des moments effectivement qui peuvent être très positifs, même si naturellement, et c'est ça que j'aime bien aussi dans les textes, et dans celui ici qu'on a lu avant, qui est qu'on ne doit pas être dans un angélisme, il y a une réalité de la maladie qui reste avec des symptômes difficiles, mais il faut quand même être toujours capable de voir ces moments de positivité, quoi, ça c'est certain. Le fil ténu qui la raccroche encore au passé vibre sur une autre longueur d'onde, dans un univers, un espace-temps auquel je n'ai plus accès. Sur le violon de sa vie, l'archet, fatigué, autrefois caressant, désormais se fracasse pour lâcher une cacophonie de notes, comme échappées de leur partition. Une mélodie aléatoire qui ne signifie plus rien, ou si peu. Où vont ces mots qu'elle ne dit pas, qu'elle ne dit plus, qu'elle dit encore dans une douloureuse incohérence? Nos dialogues, petit à petit, faute de mots, virent au monologue. Ainsi nos phrases se forment-elles de regards, de mimiques, de sourires, de rires et d'éclats de rire, de gestes,
de caresses, de silence aussi, assourdissant. Papote, de tout, de rien, surtout de rien. Encore, envie de parler, mots à peine nés déjà bloqués aux lèvres. Je complète, j'élude, j'esquive, je change de sujet. Frustration, embouteillage verbal, carrefour Mativa. Quelques mots, des lambeaux de phrases en suspens qui soudain débouchent sur le vide. Fragile est la phrase qui exprime la pensée fugace. La main tapote sur la table. Je la regarde, qui tente de ramener vers elle ces quelques mots qui se font la malle. Dites-moi, quelles sont les pratiques à mettre en place de vos deux points de vue pour maintenir la communication et le respect de la personne âgée ? Comment gérer son éventuelle impatience, la vôtre, celle des aidants, celle du personnel soignant, et que faire face au silence assourdissant qui s'installe peu à peu ? Comment gérer sa patience ou son impatience, c'est en étant soi-même patient. Les mots, ils sont plus là. Les phrases ne se forment plus, les phrases se forment différemment, mais in fine, la communication, elle existe par les autres sens. Alors, les regards, ils sont là, et c'est là que j'allais puiser énormément d'énergie. D'ailleurs, il y a une des phrases dans les chroniques, je plonge dans son regard et je m'y sens bien. C'est toute la sérénité qu'on peut avoir par rapport à ça. Les mots n'existent plus, les silences sont là, les regards sont là, le toucher aussi est important. Toute cette image des mains qu'on se prend, qu'on se frotte, on va mettre sa main dans la manche pour avoir de la chaleur. Donc tous ces petits éléments, ça aide à supporter et ça aide à alimenter la patience. Dans le texte précédent, on parle d'une larme qui coule sur la joue et qui alimente la patience. Mais c'est ça. C'est la seule solution qu'on peut avoir, que moi je peux avoir, c'est d'être patient et c'est d'accepter le moment qui est là. Alors est-ce que c'est une gestion ? Je pense que c'est une appropriation des silences pour mieux fonctionner. Mais c'est important parce que ça montre un peu que les codes de communication changent en fait. Et d'ailleurs, la communication, ça peut être toi verbalement, elle comportementalement. Oui. Donc on a vraiment des modes de communication qui changent. Il faut vraiment en être conscient parce que c'est pas de la non-communication. La non-réponse verbale n'est pas en soi une non-communication de la part de la personne avec ce type de pathologie. Mais ça montre le besoin que c'est nous qui avons les outils de nous adapter, entre guillemets, à son mode de fonctionnement. Mais ça revient beaucoup dans les formations qu'on donne, entre autres dans les maisons de repos. C'est la manière dont on va apprivoiser les silences, sachant qu'un silence est une forme de communication en soi. Et je suis assez sensible aussi dans ce que tu verbalisais sur la question d'adapter son rythme également. Et je vais essayer de caricaturer les enjeux, entre autres dans les maisons de repos, parce que c'est vraiment un enjeu majeur. C'est qu'on a des personnes qui ont des maladies, qui ont des expressions différentes d'une personne à l'autre. Et en général, on a un carcan institutionnel qui impose à ces personnes de s'adapter à un rythme qui est le même pour tous, alors que clairement, c'est au rythme à s'adapter à ces personnes. Donc je vais reprendre une image qui, je sais, peut-être est assez caricaturale, c'est que les personnes avec ce type de maladie sont un peu les tortues, c'est-à-dire que les choses vont beaucoup plus lentement. La perception du temps est beaucoup plus large, et donc 1 heure pour eux ne correspond pas à 1 heure pour nous. Et donc il y a une certaine lenteur, avec ces moments de silence importants. Sauf qu'on a toutes les personnes autour, les professionnels, parfois aussi les proches, qui sont un peu les lièvres. Et le gros problème, c'est qu'on a tendance à imposer aux tortues le rythme du lièvre. Mais sauf que la tortue ne va jamais courir comme le lièvre. Donc on met les personnes dans ces pathologies dans une situation d'impossibilité. Alors que par contre, nous, de diminuer notre rythme et que le lièvre s'adapte au rythme de la tortue, c'est tout à fait possible.
Mais ça demande à apprivoiser nos propres codes de communication, nos propres rythmes pour s'adapter à leur perception du temps, et c'est pas aussi simple. Et on a tendance, et je suis le premier à le dire, je suis bavard quand je suis lancé, donc à avoir du mal à apprivoiser les silences et avoir tendance à essayer de les combler, alors que là, on doit plutôt laisser les silences opérer, et que c'est un vrai mode de communication complètement nouveau et différent qui est nécessaire avec ce type de personnes, quoi. Et pour continuer dans la fable de La Fontaine, in fine, le lièvre et la tortue se retrouvent à la rivière. Oui, donc, tout à fait. Oui. Au même moment. Au même moment. Oui. Et les consultations qu'on fait, qu'on appelle les consultations de soutien aux aidants, donc les proches qui sont amenés quotidiennement à vivre la maladie de l'autre, c'est entre autres ça. Nous avons la possibilité de nous adapter, eux moins, donc c'est nous qui devons faire ce chemin, et on essaie d'accompagner ce chemin pour que la communication continue à se faire, et surtout pour que ces proches continuent à voir les choses qui fonctionnent toujours malgré des maladies qui peuvent être dans des stades avancés, et d'être capable de ne pas être aveugle de ces éléments-là, quoi. Et l'importance de maintenir le lien, quel qu'il soit, et de quelque manière que ce soit, le lien par parole, si plus parole, par toucher, par regard. Tout à fait. Voilà, et par bonheur. Oui, clairement. Elle tripatouille le bas de son gilet. Perturbée parce que samedi est boutonné avec dimanche. Absorbée par ces manœuvres, j'ordonne enfin le tout. À ma question de savoir si c'est mieux pour elle, pas de réponse. Tu t'en fous ? Oui. Un peu ? Beaucoup ? Beaucoup. Oups. Une boutonnière orpheline hurle sa solitude dans le bas du chemisier à fleurs. Un bouton solitaire clame sa victoire dans le haut. Elle triture les pressions de sa blouse, froissée par une mauvaise posture. Perplexité. Pierre est-il attaché avec Paul ? Tout est en ordre pourtant. Obsession compulsive pour ces trucs qui refusent toujours de s'aligner, sans cesse écartés l'un de l'autre, puis retournés l'un sur l'autre. Entreprise dans laquelle passe le temps. Plus de force dans les doigts. Support filial pour les presser l'un contre l'autre jusqu'à leur emboîtement. Stéphane Baudouin, dites-moi, quelle est l'importance du toucher, des contacts physiques et visuels, de la tendresse, mais aussi de l'humour, du partage de ces petits moments bonheur dont vous aimez parler, Baudouin, même à distance, via smartphone, Skype, et quelle est l'importance de leur éventuelle conservation par la photo, la vidéo, que ce soit pour la personne âgée, pour sa famille, pour le personnel soignant et même, pourquoi pas, pour la médecine ? En tout cas, sur la dimension de l'humour et du regard, ça revient pour moi sur un fil conducteur qui est clair et que j'apprécie d'ailleurs dans l'exposition et ce que j'ai vu en bas, c'est cette question du regard et de toujours avoir un regard en étant capable de voir le positif dans ce qui se passe et aussi une forme de détachement. Donc dans le texte, quand je vois le fait de boutonner correctement son gilet, si on a un regard un peu cartésien et dans notre fonctionnement, on se dira c'est pas normal et on voit ça comme un problème. Et de nouveau dans les consultations, on aborde beaucoup et je taquine beaucoup les patients avec ça, le principe du et alors. Enfin, la boutonner comme ça, et alors. Est-ce que vraiment ça doit constituer un enjeu, un problème en tant que tel ? Et effectivement, ça change. C'est une façon d'arbitrer entre guillemets notre regard entre ce qui mérite que le problème soit abordé. Et dans beaucoup de cas, c'est plutôt rare que quelque chose mérite qu'on aborde. Et dans la plupart du cas, de dire ramenons ça à la hauteur de ce que c'est-à-dire un point de détail, et qui peut amener à le regarder sous un angle de nouveau plutôt positif, humoristique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Mais j'imagine que c'est un peu comme ça que tu l'as vécu aussi. Enfin, je ne sais pas. Donc, Oui.
Oui, parce que l'humour, le rire, c'est aussi, se moquer de soi-même, c'est se moquer de son regard qu'on peut avoir. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que ça n'a aucune importance. Si tant est que la personne soit dans sa dignité, dans son confort, le reste, ma foi, a vraiment très très peu d'importance. Et le rire permet d'assumer tout ça, de l'accepter, de s'en moquer. Mais souvent, c'est le rire avec, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, c'est des moments où tu ne ris pas de la personne, mais tu ris avec la personne de ces petites choses, des détails. Rire d'eux, c'est se moquer. Il y a une notion de respect là-dedans. Je préfère dire peut-être taquiner, et d'avoir cette taquinade, je ne sais pas si ça peut exister, taquinade, j'aime bien le terme aussi, d'avoir cette taquinade avec la personne, et il y a un répond, il y a un regard qui s'allume, il y a un sourire, il y a la personne, et en l'occurrence ma propre maman, qui éclate de rire. Et ça efface absolument tout, ça efface les jours qui sont difficiles, et ça permet de supporter le constat que l'on a fait, qui est le constat de déficience, et puis in fine, ce qui est important, c'est de maintenir le lien. Ouais. Mais c'est des choses qu'on aborde beaucoup aussi dans les formations, entre autres dans les maisons de retraite, et à apprivoiser ces questions du « et alors ». Et je vais donner un exemple pour montrer un peu parfois l'aberration d'un système quand il est poussé un peu à l'extrême. On nous explique que voilà, on a un rythme qui nous a imposé aussi, on a 10 personnes à laver, et alors on va dire mais qui a besoin d'être lavé en 1 heure, donc ça fait 6 minutes par personne. Alors on dit oui, mais il y en a, si on ne les lave pas, ça peut générer des problèmes de santé, donc oui, ok, ceux-là il faut les laver, mais ça représente quoi sur les 10? Peut-être 3 sur les 10. Et les autres, alors on dira, oui, mais il y en a, si on ne les lave pas, ils mettent 1 heure pour se laver. Ah, et alors, elles se lavent seules, je n'ai pas besoin d'intervenir. Ou j'ai parfois, et je n'invente rien, et il y en a, si on ne les lave pas, ils ne se lavent pas le dos. Alors je ne sais pas si tu te laves le dos, moi je n'ai pas vérifié, mais je dirais que je m'en fiche un peu. Et tant qu'il n'y a pas une couche de crasse qui fait que je bascule en arrière parce qu'il y a surpoids, et alors on s'en fiche. Mais c'est de montrer un peu, c'est un exemple, mais qui est réel, qui peut paraître caricatural, mais qui montre un peu chaque petite chose anecdotique qui est vue sous l'angle d'un problème et qui implique alors une action extérieure. Alors qu'effectivement, on pourrait simplement en rire ou le prendre avec une forme de distance. Et c'est vraiment un élément extrêmement important. Il y avait un autre point qui était dans la question et qui me semble intéressant, c'est la question de l'image et de la photo. Je voulais peut-être avoir d'ailleurs ton point de vue par rapport à ça, parce qu'on essaye de dire qu'une des meilleures stimulations de la mémoire, entre guillemets, c'est repartir de l'histoire de vie des personnes et de refaire leur parcours de vie, et comme étant un exercice qui est pertinent et utile à la fois pour la personne dite malade, mais aussi pour l'ensemble des proches. Je prends l'exemple, beaucoup de personnes âgées décèdent, et on vide la maison et on constate qu'il y a des armoires de photos, des boîtes de photos, mais jamais on a pris la peine de noter au dos de la photo qui sont les personnes qui sont présentes. Et donc on a des photos où on sait que c'est son histoire à soi, mais on n'a pas pris le temps de la tracer, et donc c'est en fait comme si nos histoires personnelles, pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, s'effacent. Et ça, c'est un exercice qui, dans les maisons de retraite, et de toute façon, même par rapport à la question du vieillissement, est un exercice nécessaire, c'est de pouvoir retracer cette histoire. Alors, j'ai vu dans les photos beaucoup de photos aussi du passé, entre guillemets, du voyage de noces que tu m'avais parlé, de ça aussi, de portrait de ton père fait de ta maman. Je ne sais pas si cette question de l'histoire au travers de la photo est quelque chose à laquelle tu as été sensible. Au vu de l'exposition, j'ai le sentiment que oui, mais... Oui, mais au titre de fulgurance des souvenirs. Je me suis rendu compte qu'il y a certains souvenirs qui apparaissent comme ça d'un coup. On ne sait pas pourquoi, et somme toute, et alors on ne sait pas pourquoi, et ça se focalise sur un point. Les photos que j'étais recherchées dans les archives familiales
ont cet objectif de garder un lien vers un passé sans en refaire l'histoire. Alors, il est vrai que dans une photo, on peut avoir des inscriptions derrière qui permettent de dire c'est tante Eulalie ou oncle Henri, mais qui est tante Eulalie et qui est oncle Henri? Est-ce que j'ai encore une personne qui peut me dire qui est tante Eulalie et oncle Henri? Ouais. Donc c'est le retour vers le passé et le fait que la mémoire s'est effacée aussi avec une personne qui meurt. Je pense qu'en Afrique, on dit quand un ancêtre meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. Tout à fait. Et la bibliothèque, elle est faite de mots, de phrases, de vie, de photos, d'images, de tout ce qu'on a accumulé dans nos mémoires. Mais c'est ça l'idée, hein. C'est ne pas juste d'ailleurs noter qui est sur la photo, mais c'est voir même de coller la photo et de noter un texte en dessous qui recontextualise ou qui présente un peu les personnes. Et généralement, c'est quelque chose que l'on fait quand il est trop tard. C'est ça, en fait. C'est pour ça de dire qu'on fait souvent des ateliers mémoire un peu artificiels dans les maisons de repos, alors que les études suggèrent que plus on fait ça, plus on développe les troubles de la mémoire, on apprend des listes de mots, des choses comme ça, alors que simplement parler de sa vie est en soi stimulant, mais il faut le faire quotidiennement, et à défaut, aller vers les proches pour poser les questions, etc. Et que parfois, la personne avec une maladie va entendre son histoire racontée par le proche, plus que d'elle-même la produire. Et en soi, c'est extrêmement important pour elle de pouvoir avoir ce maintien du cap de son histoire personnelle. On avait un lien par rapport à la photo, on avait constitué des albums et chaque membre de la famille a apporté une ou l'autre photo. Et on avait parfois, on ne peut pas dire tous les jours, mais parfois on ouvrait ensemble cet album photo et on passait en revue des éléments du passé, des éléments d'aujourd'hui, pour qu'il y ait un éclair de conscience qui s'amène. Et une anecdote, on passait les photos en revue et il y avait peu de réactions. Et à un moment, elle tombe sur une photo de quelqu'un que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas non plus au sein de la famille faire jalousie. de jalousie. C'était, prenons tante Eulalie. Elle tombe dessus, elle dit « Oh, tante Eulalie !» Mais c'était une personne qui n'était pas dans sa sphère toute proche, mais voilà, peu importe, il y a eu un éclair très fugace, un lien vers le passé, et quelque part, c'est gagné, peu importe que ce soit Paul, Jean ou Jacques, il y a eu un lien vers le passé. Mais les mécanismes de la mémoire sont à ceci particuliers que la manière dont nos souvenirs se déclenchent, on n'a pas toujours soi-même le contrôle là-dessus. À un moment donné, il y a, un objet dans un environnement qui génère instinctivement la récupération d'un souvenir personnel et on ne comprend même pas pourquoi, un peu comme aussi d'autres choses étranges du type je ne sais plus comment s'appelle la personne, je cherche et je sais que j'ai son nom. Donc, et plus je cherche, moins je trouve, et 1 heure plus tard, et en se disant, mais il se fout de ma tête, ce prénom, il jaillit tout seul sans que je ne le cherche, alors que quand je le cherche, il ne vient pas. Donc les mécanismes et éléments de la mémoire sont éminemment complexes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la manière dont on doit faire fonctionner la mémoire chez ces personnes, c'est de tendre des perches, c'est de donner des indices. La photo est un indice, la parole que j'ai est un autre indice, et chez ces personnes, les souvenirs jaillissent, mais ça... C'est parfois de manière complètement aléatoire et extrêmement fugace comme ça, mais c'est comme si on ne tend pas ces perches, jamais ces souvenirs ne jailliront, quoi. Donc c'est un besoin, et c'est pour ça que ces outils comme l'album photo, les histoires personnelles qui sont consignées sont pour les professionnels dans le secteur des bibles qui devraient être exploitées de manière quotidienne avec ces personnes. Oui, des ports d'attache. Exactement. L'ascenseur s'arrête au niveau parking. Les portes s'ouvrent. 3 résidentes occupent la cabine, assises sur leur chaise roulante, accompagnées d'une infirmière. Parmi elles, maman, qui tient dans sa main celle de sa voisine, me présente comme son mari. Au rez-de-chaussée, entre une petite dame poussée par l'infirmière. Me regarde, sourit. Je l'accueille par un joyeux « Bonjour maman ».
Sa main serre fort la mienne et nous grimpons au 3e. Je l'emmène dans sa chambre. Ensemble, nous prenons l'ascenseur. Heure de pointe. 4 chaises roulantes bien rangées. 2 colonnes, 2 lignes. Dans les interstices, quelques résidents. Debout, l'infirmière et moi. Encombrement dans la cabine d'ascenseur. Je me coince entre monsieur qui amène du linge à sa bergère. Un autre recroquevillé dans sa chaise roulante. Une rombière, dans son fauteuil à roulettes, les mains croisées sur le plateau. Et le chariot d'un filiforme aide-soignant qui organise les entrées et sorties. Au second, il parque une chaise et un fauteuil dans le couloir. Il met les freins, puis m'accompagne au 3e. « Vous avez de la visite, dit-il, en levant maman de sa chaise pour l'asseoir au fauteuil. » Me rappelle une chanson de Brel. Une étincelle, une étincelle, une étincelle, une étincelle.